Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler de ce produit qu'on appelle le gari. Puisque nous sommes dans la continuité des produits dérivés du manioc, comme nous l'avons vu la semaine dernière lorsqu'on parlait de la farine de manioc. Alors cette semaine, on va parler de ce produit-là qu'on appelle le gari. C'est comme ça qu'on appelle dans plusieurs cultures, la majorité des cultures anglo-saxonnes d'ailleurs qui consomment ce produit l'appellent le gari. Dans certaines zones comme le Cameroun, on va plutôt l'appeler le tapioca. Alors parlons donc du gari tout de suite après le générique. Le gari est une semoule séchée faite à base des tubercules de manioc qui peut se conserver pendant longtemps. Alors, il est très consommé en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et aussi un peu en Afrique de l'Est. On va par là citer les pays tels que le Bénin, les pays tels que le Ghana et le Nigeria qui sont d'ailleurs les plus grands consommateurs du gari. Ils ont à cela un dicton qui dit Put sansan into my gari. Alors cela peut signifier plusieurs choses, ça va dépendre du contexte dans lequel ce dicton est employé. Mais l'interprétation que je vais vous donner, c'est que ils aiment le gari et qu'ils préfèrent le garder sain, qu'ils préfèrent le garder à l'abri de toute saleté. Alors, je vous épargne d'autres détails d'interprétation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gari est énormément consommé au Nigeria, au Bénin, au Ghana, au Cameroun aussi et dans plusieurs autres pays. Cependant, le nom, l'appellation n'est pas toujours pareille. Le mot gari est l'appellation la plus commune, mais comme je le disais au début de la vidéo, dans des pays tels que le Cameroun, on va plutôt l'appeler le tapioca. Et dans d'autres pays, ils auront d'autres noms. Ça va dépendre des cultures. Et les méthodes de cuisson, les méthodes de production de gari vont aussi différer en fonction de ces cultures-là. Le gari peut se consommer de deux façons. La première façon, c'est lorsqu'il est utilisé pour faire du couscous. Et je tiens à préciser à ce sujet que le couscous fait à base du gari est différent du couscous de manioc proprement dit ou alors du foufou. Il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés dans ces choses-là. Mais là, je parle du couscous fait à base du gari. Et là, c'est très très différent et très appétissant. On peut le consommer avec plusieurs sauces, la sauce tomate, sauce de pistache, sauce d'arachide ou alors des légumes. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est énormément exploité en gastronomie africaine. Le gari peut aussi se consommer d'une deuxième façon, en trempant avec de l'eau pour ramollir les grains et en ajoutant un peu de sucre. Et à ce sujet, il faut dire que là aussi, il y a plusieurs choses qui se font. On peut ajouter en plus de sucre un peu de lait ou alors des arachides ou alors des trucs sucrés juste pour rendre la chose plus intéressante. En tout cas, ce sont là les deux manières principales qu'on consomme le gari. Mais en plus de cela, il y a aussi d'autres manières de consommation de cet aliment. Vous pouvez par exemple voir ce plat qui est une forme de consommation différente des deux manières dont j'ai cité. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des cultures, on verra des choses qui se font, j'appellerais cela des innovations, si je peux dire ça ainsi. Mais comme je l'ai dit dès le début, le gari se consomme de plusieurs manières et cela en fonction des cultures. Avant de vous parler de la production du gari, parlons un peu, voyons un peu comment est-ce qu'il est distribué. En effet, les producteurs, ou je dirais plutôt les petits producteurs, là j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs dans cette filière. Il y a très peu d'industriels, peut-être pas.
Mais il y a beaucoup de petits producteurs qui, lorsqu'ils ont récolté leur manioc, vont faire des petites productions de 50 kg, 100 kg, 300, 400, 500 kg et vont directement l'exposer sur le marché pour être vendus. C'est vrai qu'il y a certains qui, lorsqu'ils ont produit, vont plutôt le conserver et attendre une période de rareté afin de les vendre un peu plus cher. Mais dans tous les cas, la vente du gari par les artisans, par les cultivateurs se fait directement sur le marché. Et dans les marchés locaux, il y a des coins qui sont uniquement réservés à la vente de ce produit-là. Là, je parle des marchés dans des localités où on cultive du manioc. Ça, c'est pas trop en ville, mais beaucoup plus dans des localités, dans des villages. Et là-bas, on peut aussi voir qu'il y a certains hommes d'affaires qui viennent là et achètent du gari en quantité. Ils achètent des tonnes et des tonnes dans un village comme Moyoka, par exemple, où les hommes d'affaires achètent beaucoup de quantité du gari et vont aller les vendre dans des pays tels que le Nigeria où la demande est plus élevée. Dans tous les cas, pour écouler ce produit, c'est très facile. Vous l'amenez juste à un marché local, puis vous l'exposez. C'est comme ça que font les vendeurs de ce produit. Ils l'exposent et les détaillants vont donc acheter en gros et vont rentrer les revendre un peu plus en détail. La plus petite unité de mesure, c'est le verre, les gobelets. Et généralement, le gobelet se vend le prix varie entre 50 et 100 francs. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas trop d'innovation ou de créativité dans ce domaine. Parce qu'au lieu de vendre dans des gobelets et dans des verres, on peut toutefois faire des sachets de gari équivalents au verre ou au gobelet et revendre ces sachets-là à ces mêmes prix. Cependant, pour faire cela, il faut des entrepreneurs, il faut des industriels. C'est pas souvent très compliqué, aussi compliqué cela. Il faut juste se lancer. Et d'ailleurs, dans certains pays, cette méthode existe déjà très bien et c'est très apprécié et ça facilite énormément la vente de ce produit-là. Pour faire du couscous, on peut faire des sachets allant jusqu'à 25 kg, c'est possible. Et pour la consommation directe avec de l'eau, on peut faire des sachets où on peut directement enrichir avec du lait ou alors avec des arachides. Et on peut même faire avec des parfums différents, peut-être orange, mandarine, citron et autres. Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à ce niveau. Là, je vous parle d'un projet sur lequel j'ai eu à travailler il y a de cela quelques années maintenant. Bref, dans cette filière, le gari, lorsqu'il s'agit d'industrie, de faire ça d'une façon industrielle, de lancer ça d'une façon innovante, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire à ce niveau. Et impliquer à cela des méthodes de vente professionnelles, des méthodes de vente modernes, je dirais, associer à cela du marketing et tout, rendra la filière plutôt innovante et aussi valorisera cette filière. Les étudiants aiment énormément ce produit, c'est facile à cuisiner, c'est rapide et lorsqu'on a ça, ça permet très rapidement de calmer sa faim. Mais il n'y a pas que les étudiants qui aiment ce mets. Il y a aussi des personnes qui aimeraient en manger, mais n'en trouvent pas, ou souvent n'en trouvent pas d'une façon assez convenable, qui n'est pas souvent assez esthétique ou alors assez bien présentée. Ce qui fait en sorte, comme je le dis, qu'on peut encore faire beaucoup d'améliorations en ce qui concerne la production que nous allons voir tout à l'heure, mais aussi la commercialisation. Maintenant, parlons de la production du gari ainsi que des machines et des outils utilisés. Je vais citer à cet effet 6 étapes essentielles dans la production du gari. La première étape, on va éplucher, puis on va laver, puis on va broyer, puis on va presser et après on va tamiser et la dernière étape, la torréfaction.
6 étapes essentielles dans la production du gari tapioca. Les deux premières étapes qui sont l'épluchage et le lavage, là on peut utiliser les mêmes méthodes et les mêmes machines qui sont utilisées pour faire la farine de manioc. J'ai abordé ce sujet la semaine dernière et j'ai mis le lien de la vidéo dans la description. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous n'avez pas regardé la vidéo. Je l'ai mis dans la description juste en bas. Donc les deux premières étapes qui sont le lavage et l'épluchage et le lavage seront pareils. Maintenant, passons à la troisième étape qui serait ici le broyage à frais. Alors l'étape du broyage ou alors du râpage ici, c'est une étape très intéressante. Ici, on va utiliser des râpeuses et les râpeuses, il y en a plusieurs types. Ça dépend de la capacité de production. Je vous présente là quelques modèles que j'ai eu à fabriquer. Certains, en fait, généralement en Afrique, on fabrique certains en acier simple, d'autres en acier inoxydable. C'est vrai que l'acier simple a été formellement interdit depuis un certain moment. Donc du coup, il est conseillé et même d'ailleurs exigé aux locaux et aux producteurs d'utiliser des machines faites en acier inoxydable. Et donc, il y a des capacités différentes, 250 kg par heure, 500 kg, 1 tonne par heure et voire même plus. Mais vous comprenez que dans un processus industriel, lorsqu'on veut utiliser déjà des éplucheuses de manioc et des laveuses pour enfin passer à des râpeuses, là on va utiliser des râpeuses beaucoup plus grandes qui peuvent aller au-delà d'1 tonne par heure. Après cette étape, donc, on va passer à la presse. Et les presses, il y en a plusieurs types. Les presses mécaniques, les presses hydrauliques. Mais avant d'aller à ces presses mécaniques et hydrauliques, je dirais d'abord que les artisans ont leur propre méthode pour faire cette étape. Ils ont leur propre presse où ils vont utiliser des branches d'arbres, des planches, des lattes qu'ils vont disposer perpendiculairement au sac dans lequel il y aura la pâte de manioc et ils vont faire pression pour que l'eau puisse couler. Et cette étape est plutôt, comment je vais dire, assez efficace parce que c'est une méthode qui est utilisée depuis des décennies déjà. Mais en plus de cela, avec la modernisation, on va se trouver en train d'utiliser des pâtes, des presses plutôt, avec des vis, des presses mécaniques avec des vis. Il y a aussi des presses hydrauliques avec des crics hydrauliques. Et il y a des presses industrielles, des énormes presses qui sont utilisées pour des productions de masse. Ce qu'il ne faut pas oublier dans cette étape, c'est qu'il ne faut pas seulement presser, mais il faut aussi laisser la fermentation. Il faut laisser que le gari, la pâte qui est dans le sac, puisse fermenter. Et cette fermentation peut souvent durer entre 3 et 6 jours. Ça va dépendre du goût que vous voulez obtenir à la fin. Certaines personnes préfèrent un goût moins acide et d'autres personnes préfèrent un goût plus acide. Alors, on passe à la prochaine étape qui est la torréfaction. À ce niveau, les artisans, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire cette cuisson dans des marmites qui sont faites en aluminium moulé. Donc, cet aluminium serait fixé sur des foyers en argile, l'argile qui est d'ailleurs un très bon isolant. Et il serait alimenté avec du feu de bois. Et la cuisson va se faire donc avec des louches, des cuillères en bois pour remuer le gari à chaque fois. Donc là, on va utiliser les marmites moulées en aluminium, les cuillères en bois et du feu du bois pour faire cette étape-là. Là, c'est à l'étape, ce que font les artisans, les locaux. Alors, dans les gîtes et les regroupements des artisans qui sont dans la production du gari, on recommande à ces femmes-là d'utiliser plutôt, au lieu du feu du bois pour alimenter leur foyer, d'utiliser plutôt le biogaz.
compte tenu de l'impact environnemental, vu que le bois se fait de plus en plus rare, il y a des déforestations, des désertifications, alors on recommande à ces dames-là d'utiliser plutôt du biogaz. Et dans le biogaz, on va utiliser un biodigesteur dans lequel on va digérer les épluchures de manioc, ces épluchures qui sont généralement jetées. Lorsqu'on veut transformer, on les jette. Dans ce cas-ci, on ne va plus les jeter, on va les digérer dans un biodigesteur juste en ajoutant un peu d'eau et on va utiliser cela, ce gaz qui serait produit pour faire la cuisson du gari et au lieu d'utiliser du bois. Cette méthode est très efficace, écologique et aussi très économique parce qu'on va se rendre compte qu'en faisant cela, avec une quantité de déchets qui n'est même pas si élevée que cela, on peut réussir à faire, à produire du gaz de façon continue. L'élément principal ici qui sera utilisé dans le biodigesteur, c'est de l'eau. Et il est recommandé de faire des installations appropriées afin d'éviter tout risque d'explosion et aussi d'installer des manomètres pour contrôler le niveau de gaz qu'il y aura dans notre système de biodigesteur. À l'échelle industrielle, la torréfaction n'est pas tellement la même chose. C'est vrai qu'on peut utiliser les biodigesteurs pour alimenter les foyers, mais au lieu d'utiliser des marmites en aluminium, des marmites moulées, on va plutôt utiliser des marmites en acier inoxydable. Au lieu d'utiliser des louches en bois et de la main pour faire l'agitation, on va utiliser des agitateurs qui vont fonctionner avec des moteurs électriques. Et cela va beaucoup améliorer la productivité et aussi la rapidité, l'efficacité d'ailleurs. Après cette étape de torréfaction, le gari est enfin prêt à être consommé. On va juste le laisser refroidir. On peut aussi, après son refroidissement, on peut aussi le laisser sécher un peu au soleil. Ça, c'est quand on veut le conserver vraiment sur la durée, sur une longue période. On peut le conserver, le laisser sécher pendant quelques heures, peut-être 1 ou 2 heures sur le soleil. Et après cela, on va donc l'ensacher et directement l'expédier sur le marché. Ce serait tout pour cette vidéo, le tapioca, le gari. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans la filière manioc. Je vais vous parler de la production de l'amidon, des produits dérivés de l'amidon et comment est-ce qu'il est commercialisé. À très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À très bientôt.